Internet est une grande ville. Il y a de beaux quartiers, mais aussi des ruelles obscures. Et celui qui s'y égare doit s'attendre au pire. Internet, la mégapole, avec côté pile ses portails de shopping, ses banques, ses autoroutes de données. Et côté face, sa mafia, son racket et ses arnaques, dont nous pouvons tous être les victimes. Un jour, je reçois un courrier du tribunal d'instance de Leipzig qui m'accuse de blanchir de l'argent. Imaginez ma tête. Parfois, un clic suffit pour faire de vous le complice de cybergangsters. Nous les avons poursuivis jusque dans les pays baltes. iPhone, iPad, oui. 650. Des experts ont déclaré la guerre aux escrocs du net. Les enquêteurs du FBI et des polices judiciaires européennes, comme le BKA en Allemagne, traquent ces cybergangsters dans les moindres recoins de la planète virtuelle. Mais ils sont particulièrement difficiles à démasquer et à attraper dans le monde réel. Une nouvelle variation du crime organisé est apparue sur Internet. Vous avez maintenant des groupes disséminés dans le monde qui se mettent en réseau et qui planifient et organisent leur attaque ensemble. La première affaire nous mène à Leipzig. C'est une histoire comme il s'en produit des milliers chaque jour, en Allemagne, en France et dans le monde entier. Ursula H., 67 ans, n'a qu'une minuscule retraite pour vivre. À la recherche d'un revenu d'appoint, elle tente sa chance sur Internet. Je vais sur meinestadt.de et là je trouve une rubrique Petit boulot à 600 €. Je clique et l'adresse d'un certain Franco Martini apparaît. Un Italien, ça ne me disait trop rien, mais je décide d'essayer. Je lui écris que je suis intéressée par un petit job à 600 € et lui demande ce qu'il faut faire. Il répond « pas grand-chose, juste ouvrir un compte ». 600 € par mois. Ursula balaye ses hésitations et commet l'erreur de sa vie. Elle ouvre un compte. On lui attribue aussitôt un code PIN et des TAN. Le code PIN est un numéro d'identification personnelle qui sert à s'identifier sur le net. Les TAN sont des numéros d'authentification à usage unique destinés au virement en ligne. Ensuite, il me demande mon code PIN et mes TAN. Je les lui envoie et il me dit « vous aurez les 600 premiers € dans une semaine ». Je réponds « pourquoi? Je n'ai encore rien fait ». Là, il me dit « pour l'ouverture du compte ». Et il m'explique qu'il en a besoin car il vit en Italie, en Espagne et ne passe qu'occasionnellement en Allemagne. Mais avec le code PIN et les numéros d'authentification, Franco Martini peut disposer à sa guise du compte d'Ursula. Et pour les bandits du net, ça vaut de l'or. Nous avons rendez-vous au quartier général de l'Office fédéral de la police judiciaire allemande, le Bundeskriminalamt, ou BKA, logé dans une ancienne caserne des forces américaines en Allemagne. L'accès au site est hautement sécurisé. Mirko Manske nous attend. Il est commandant de police au BKA et responsable du département cybercrime. L'unité spéciale qu'il dirige est quotidiennement à la recherche d'escrocs du net, où qu'ils soient partout dans le monde, et il nous le confirme, les offres d'emploi à la Franco Martini sont toujours des pièges. Je me méfie toujours quand la prestation consiste à faire pour un autre, en mon nom, avec mes propres papiers d'identité, mon propre compte, ma propre adresse, quelque chose que cette personne pourrait aussi bien faire elle-même. Là, toutes mes alarmes s'allument. Parallèlement à ces ouvertures de compte, Franco Martini propose des produits à des prix imbattables sur le net. Il fait payer ses clients à la commande et ne les livre jamais. Ils sont des milliers à tomber dans le panneau. Mirko Manske connaît ce scénario. Les escrocs comme Martini se couvrent pour que la piste ne mène jamais directement à eux le jour où l'arnaque sera découverte.
Pour cela, les criminels utilisent de plus en plus de mules, les money mules comme ils les appellent. Ce sont des gens qui mettent leur compte bancaire et une partie de leur identité à leur disposition pour l'exécution des paiements. Durant 3 jours, c'est sur le compte d'Ursula que les clients de la boutique en ligne de Franco Martini versent leur règlement. L'escroc, qui a toutes les clés pour y accéder, transfère aussitôt l'argent ailleurs. Un jour, je reçois un courrier du tribunal d'instance de Leipzig qui m'accuse de blanchir de l'argent. Je ne comprenais rien à ce qui m'arrivait. Alors je suis allée voir ma fille et je lui ai tout raconté. Au début, j'avais tellement honte d'avoir fait une telle bêtise que je voulais m'en sortir seule. Mais c'est impossible. C'est déjà trop tard. Peu après, la justice rend son verdict. Ursula ne peut même pas se défendre, car il n'y a pas d'audience. Elle est condamnée à une amende de 2 250 €. Elle n'y comprend rien. Je ne savais rien de tout ça. J'ai rien fait. C'est tout ce que je peux dire. Je n'y ai même pas gagné un centime. Et c'est moi qui paie. Ce n'est pas tout. Une cliente qui n'a jamais reçu l'article qu'elle a commandé et réglé à la boutique en ligne de Franco Martini réclame des dommages et intérêts. Elle porte plainte et obtient gain de cause. La retraitée va devoir travailler des années pour les payer. Nous partons en quête de Franco Martini. Incroyable, il est toujours à l'affût sur Internet. Nous découvrons une offre d'emploi avec une adresse à Hambourg et un numéro de téléphone berlinois. Nous envoyons un mail à l'escroc sous un faux nom. Nous nous disons très intéressés par un petit boulot et prêts à commencer au plus vite. 2 jours plus tard, réponse de Martini. Nous avons le job. Félicitations. Il nous demande d'ouvrir un compte et de lui transmettre notre code PIN et nos TAN. Nous créons le compte, mais lui donnons de faux numéros. Martini réagit. Il ne trouve pas ça drôle du tout. Son ton se durcit. Oh pardon, c'est une erreur. Nous proposons de passer en personne, lui remettre notre code PIN et nos numéros de transaction. Il répond qu'il est en Sardaigne pour raisons professionnelles et que sa patience a des limites. Oh, quel heureux hasard, notre fille y part la semaine prochaine. Sa réponse est lapidaire, je n'ai pas le temps. Nous lui révélons que nous sommes journalistes et lui proposons une interview anonyme. Quelques minutes plus tard, son adresse email devient introuvable. Martini a disparu dans l'océan des données numériques. Les fausses boutiques fleurissent, mais ne sont qu'un gagne-pain parmi d'autres pour les escrocs du net. L'an passé, ils ont détourné 187 millions de numéros de cartes de crédit et coordonnées bancaires dans le monde. Elles leur servent surtout à acheter du matériel électronique high-tech. Notre deuxième affaire démarre elle aussi à Leipzig. Là encore, elle se répète chaque jour sur toute la planète. Pour effacer la trace de leurs achats illégaux, les cybergangsters emploient des agents coursiers. Comme Ursula, Alfred M. est tombé dans les filets de la mafia d'Internet et il s'est retrouvé complice de criminels. Son job, réceptionner et réexpédier des colis contenant des produits payés avec des cartes de crédit volées. Pour lui aussi, tout a commencé par une offre d'emploi alléchante sur le net. Et là encore, la bonne nouvelle ne tarde pas. Dans un allemand étrange, on lui propose de travailler comme représentant au support externe. On lui fait miroiter un salaire de 2 000 € par mois. Il nous a fallu plusieurs échanges téléphoniques pour convaincre Alfred M. de nous raconter son histoire depuis le début. La première fois, il insiste pour nous rencontrer dans une rue très fréquentée. Vous pensez qu'il y a des raisons de craindre ces gens? Oui. Pourquoi? Il y a des millions en jeu. Et on nous l'a appris à l'école. À partir d'une certaine somme, les gens peuvent tuer pour de l'argent. Au départ, Alfred est très intéressé par cette offre d'emploi déposée en apparence par une entreprise nord-américaine du nom de MBE. Ils m'ont demandé si je voulais gagner de l'argent.
J'ai répondu oui. Que s'est-il passé ensuite? Ils m'ont fait une proposition d'emploi. Il s'agissait d'envoyer des paquets. C'était un emploi avec un vrai contrat de travail, des cotisations sociales. Et je n'ai rien trouvé qui porte à croire que c'était illégal. Alfred signe le contrat. Il y trouve même des détails sur la grille de salaire, sur les primes et une photo de sa jolie interlocutrice, Alexa Corey. Le commandant Mansk nous explique que ces agents coursiers ont un rôle essentiel dans le jeu des cybercriminels. Les escrocs les appellent des drops. Ce sont des personnes chez lesquelles l'on peut déposer, dropper des choses. Ils s'en servent notamment pour acheter des produits coûteux sur de grands portails Internet, le plus souvent de l'électronique ou des vêtements, à l'aide de cartes de crédit acquises illégalement ou de données bancaires obtenues par espionnage informatique. C'est à ces agents qu'ils font livrer leurs commandes. L'employeur présumé, MBE, Mailboxes, etc., est un réseau américain de services postaux qui compte 1400 franchisés dans le monde. Alexa Corey est l'interlocutrice d'Alfred M. et un certain Paul Aragon a signé le contrat au nom de MBE. Nous appelons le siège social de la maison mère à San Diego. Merci de votre appel à MBE, une filiale d'UPS. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, c'est Sabrina Zaun. J'appelle d'Allemagne, j'aimerais parler à Paul Aragon. Je suis désolée, vous vous êtes trompé de numéro. Personne ne porte ce nom ici. Ou Alexa Corey? Non plus. San Diego nous répond que ce groupe n'a jamais publié d'annonce pour recruter des agents coursiers. Mais personne ne souhaite s'exprimer officiellement à ce sujet. MBE Allemagne prend quand même position. Ils nous disent savoir que l'on recherche sur Internet des agents coursiers pour le compte de MBE, mais ils insistent, ces offres peu sérieuses n'ont rien à voir avec le système de franchise MBE. Les escrocs ont manifestement usurpé l'identité de l'entreprise sur le web. Ils ont copié à la perfection son nom, son adresse et son site. Ne parlant pas anglais, Alfred M. n'appelle pas MBE, ni aux États-Unis, ni en Allemagne. Pourquoi le ferait-il d'ailleurs? Via Internet, tout marche comme sur des roulettes. On lui livre les colis chez lui chaque jour. Il s'agit d'articles électroniques le plus souvent. Et presque au même moment, son employeur lui envoie par mail le contenu exact des colis, ainsi que des bordereaux d'expédition. Comme on le lui a demandé, Alfred M. emballe plusieurs paquets dans un grand carton sur lequel il colle la nouvelle adresse. Ensuite, de célèbres agences de coursiers passent les prendre. Alfred se souvient que 80% des colis partaient pour l'Estonie. Il est très difficile de dire si les marchandises restent en Estonie ensuite, ou si à partir de là, elles sont réexpédiées vers leur destination finale. Nous nous envolons pour Tallinn, la capitale estonienne. L'Estonie est le pays le plus au nord des Balkans. Nous contactons Vladimir, un white hat qui nous a été recommandé sur un forum internet à la limite de la légalité. Les white hats, les chapeaux blancs, sont des pirates informatiques censés faire un usage positif de leur savoir et ne pas enfreindre les lois. Vladimir ne veut surtout pas être identifiable. Dans quelle mesure pouvons-nous lui faire confiance? Le caméraman reste à bonne distance. Vladimir nous emmène d'abord dans un cybercafé pour nous montrer des enchères en ligne de produits quasiment neufs à des prix défiant toute concurrence. Il nous conduit ensuite aux environs de la gare de Tallinn. Les voies sont bordées de halls abritant diverses boutiques. On y vend des accessoires pour les derniers téléphones portables à la moitié du prix officiel.
Nous allons maintenant au Balti Yamaturg, le marché de la gare. On y trouve aussi bien des aliments, des antiquités et des reliques de guerre que des produits high-tech. iPhone? iPad? Vous parlez anglais? Oui? C'est un iPhone 4S. 64 gigas. Il coûte 650 €. En Allemagne, ce smartphone vaut au moins 850 € neuf. 650. Il est neuf, débloqué. Et il accepte toutes les cartes SIM. L'iPad, il fait combien? L'iPad? 250 €. Il est très bien, il est craqué. Et il y a tous les programmes dedans. Je vais réfléchir. Merci. Ces marchés n'écoulent qu'une partie des produits acquis illégalement, nous dit Vladimir. Ils sont souvent revendus aux enchères sur eBay. C'est ainsi qu'un notebook volé à Paris peut finalement s'y retrouver. Les chances de se faire pincer sont infimes et les programmateurs bien formés ne manquent pas. Les mauvaises conditions de travail et un chômage exponentiel font le reste. Alfred nous a transmis les adresses auxquelles il expédiait les colis. Toutes se trouvent dans la même région. Nous prenons la route, curieux mais un peu anxieux. Pour assurer notre sécurité, nous nous tournons vers la police estonienne. Nous sollicitons l'aide de Dimitri Roudakov, le spécialiste des escroqueries à la carte de crédit et des agents coursiers. Mais l'homme nous prie instamment d'arrêter nos recherches. Il nous dit que ce gang est actif et dangereux et que la police l'a à l'œil depuis longtemps déjà. Nous lui demandons une interview sur ce dossier, il refuse. Il n'aborde que des affaires déjà bouclées. Quand la procédure est close, je peux parler. Mais quand une affaire est en cours, nous ne pouvons rien dire, ni officiellement ni officieusement. C'est comme si elle n'existait pas. Officiellement, les coursiers receleurs de colis n'existent pas en Estonie. À défaut d'informations, nous repartons avec une parabole. Internet, c'est comme une ville. Vous allez dans une rue, il y a des rues bien éclairées, surveillées par la police, où l'on peut circuler sans danger. Vous pouvez vous y balader, faire les boutiques, y passer du temps, dépenser de l'argent. Mais comme dans toute ville, et Internet est une véritable métropole, il y a aussi des ruelles obscures. Et s'y aventurer n'est pas sans risque. Celui qui s'y égare doit s'attendre au pire. Alfred M., de Leipzig, remplit son contrat de travail. Il réexpédie 54 colis d'articles high-tech au total et sans se poser de questions. Toujours confiant de recevoir la rémunération confortable qu'on lui a promise. Combien deviez-vous être payé pour cela? Pour chaque colis traité et étiqueté, 25 €. Vous auriez dû recevoir combien d'argent alors? J'aurais dû toucher autour de 3 000 € pour mon travail. Et combien avez-vous eu réellement? Je n'ai jamais rien reçu de cet argent, malgré mon mail de relance. Au lieu de cela, il reçoit un jour un courrier le sommant de payer ou de renvoyer la marchandise. L'Allemand tombe des nues. Les escrocs n'ont pas seulement utilisé son adresse comme boîte à lettres, ils ont également passé des commandes en son nom. Les entreprises lésées réclament des dommages et intérêts. J'ai écrit à Rewe et KitKong que c'était une affaire de cybercriminalité et que je n'avais pas de quoi payer actuellement. Où aurais-je trouvé l'argent? Je ne peux pas payer.
Alfred affirme n'avoir rien commandé. Mais en mars 2012, le parquet le condamne à une amende de 50 fois un taux journalier de 10 € et les frais du procès sont à sa charge. Aucune trace en revanche des véritables escrocs. Là encore, nous jouons les appâts et cherchons un emploi sur différents forums. Moins d'une semaine plus tard, nous recevons une offre de MBE, l'annonceur qui a déjà piégé Alfred M. Notre interlocuteur est un certain David Hartmann. C'est un emploi dans le domaine de l'aiguillage et du transport d'électroménager. Il ne requiert aucune connaissance ni aptitude particulière. Nous exprimons notre intérêt. Au bout de 24 heures, nous recevons un contrat de travail par mail. Il est plus sophistiqué que celui d'Alfred M. Tout y est détaillé. Les perspectives professionnelles, les congés, la couverture sociale et même le taux d'imposition. Salaire de base, 2000 €. Les différentes tâches à accomplir sont décrites sous forme de schéma. Le troisième volet du contrat est un questionnaire très détaillé. On nous demande une photo d'identité et différentes informations personnelles. Adresse, numéro fiscal, coordonnées bancaires et même copie du permis de conduire. On n'en avait pas réclamé autant à Alfred M. à l'époque. Ces escrocs sont bien curieux. Plus vous livrez d'informations sur vous, plus il leur est facile d'usurper votre identité sur Internet, d'agir en votre nom et de se faire passer pour vous. Surtout si vous leur donnez aussi la copie d'un document officiel attestant de votre identité. Toute personne disposant de nos données peut directement ouvrir compte bancaire et boîte postale. Nous ne renvoyons pas le contrat et ne répondons plus à aucun mail de l'employeur supposé. Quelques jours plus tard, notre banque nous appelle. Sabrina Zaun. Banque Barclays, bonjour. Allô. Bonjour. Nous avons constaté que votre carte de crédit avait été utilisée abusivement pour réaliser des achats sur Internet. La banque bloque aussitôt la carte. Mais qui a bien pu se procurer nos coordonnées bancaires? Et où? Nous n'avions pas renvoyé le contrat. En attendant, l'accès en ligne à notre compte courant est bloqué jusqu'à ce que nous confirmions à la banque que notre ordinateur est de nouveau sain. Nous nous en remettons à Bernhard Breuil. Il est de ces experts qui passent leur temps à chasser et éliminer virus informatiques, vers et chevaux de Troie. Alors que j'étais sur Internet, une fenêtre s'est ouverte pour la mise à jour d'un logiciel que je ne connaissais pas. J'ai voulu la fermer, j'ai cliqué sur la croix, mais la fenêtre ne se fermait pas. Il y avait juste un bouton terminé, alors j'ai cliqué dessus. J'ai bien l'impression d'avoir téléchargé quelque chose sans le vouloir. Et je dois dire que ça me fait un peu peur. Je vous propose de faire un scan approfondi avec un antivirus qui s'appelle Kaspersky. La fenêtre sur laquelle vous êtes tombé peut vous avoir transmis un parasite. Avons-nous un cheval de Troie sur l'ordinateur? Un cheval de Troie est un programme d'espionnage qui permet de subtiliser des mots de passe. En utilisant ces logiciels, les escrocs voient sur quelle touche nous tapons, quel caractère ou quel chiffre nous utilisons. Vous avez souvent des clients complètement paniqués? Oui, c'est avec ça que je gagne ma vie. Je vois de tout. Du type qui dit « je vais balancer mon ordi par la fenêtre » à l'étudiante en pleurs parce que son ordinateur est bloqué avec son mémoire dedans et qu'elle n'a pas fait de sauvegarde. Généralement, ceux qui ont été victimes de hameçonnage en faisant des opérations bancaires et se sont fait vider leur compte n'emmènent pas large. Ils veulent juste qu'on leur nettoie tout ça discrètement. Je vois ça souvent chez des personnes d'un certain âge.
Bernhard Breuil trouve 5 dangereux chevaux de Troie, dont certains déguisés en logiciels de sécurité. L'expert doit sauvegarder toutes nos données, puis réinitialiser le PC. Il lui faudra plusieurs heures pour éradiquer ces parasites. En revanche, ces programmes d'espionnage sont faciles à glisser dans un ordinateur. Démonstration avec Mirko Manske de la police judiciaire allemande. En quelques clics, c'est fait. J'attache mon logiciel à une photo et je le cache dedans. Ensuite, je poste cette photo sur une plateforme d'échange gratuite. La voilà. Plus qu'à attendre qu'on la consulte. Je vais donc faire en sorte que Madame Zaun télécharge la photo. C'est tout simple. Je cherche son profil sur Facebook et j'écris quelque chose sur son mur. Un texte court qui se réfère à la photo et va attiser la curiosité. Le message apparaît sur la page Facebook que nous avons créée pour l'occasion. Un seul clic sur l'image suffit. Le logiciel malveillant s'installe à notre insu. Sur mon serveur de contrôle, Madame Zaun apparaît en tant que test 1. Et désormais, nous voyons à peu près tout ce qu'elle fait sur son ordinateur. Ici, nous voyons qu'elle s'apprête à faire une opération bancaire en ligne. Voici son login, puis son mot de passe avec un espace entre. Je visualise chacune des touches sur lesquelles elle tape. Et nous voilà dans son compte. Mirko Manske peut voir nos codes d'accès, tous les entrants et les sortants, et notre adresse personnelle. Avec ces informations, il ouvre un nouveau compte d'utilisateur sur une boutique en ligne et commence à faire son shopping. Il fait livrer la marchandise à un point de retrait. Comment je paie? Facile. J'utilise les données bancaires de Madame Zaun. Je les ai eues sans qu'elle ait fait quoi que ce soit, sinon se connecter une fois pour une opération bancaire en ligne, après que j'ai implanté un cheval de Troie sur son PC. Avec cela, l'escroc peut faire bien plus encore que de simples achats en ligne. Je peux aussi chercher des dossiers spécifiques sur son disque dur. Je peux accéder au répertoire de son ordinateur, regarder son dossier photo, transférer des photos de son poste sur le mien. Je peux aussi entendre ce qu'elle écoute avec les enceintes de son ordinateur. Je peux allumer et éteindre sa webcam et l'orienter plus ou moins. Vous voyez, il n'y a quasiment plus de limites. Même les ordinateurs de la CIA et du Fonds monétaire international ont déjà été espionnés par le passé. Et aujourd'hui, on pirate aussi bien les téléphones portables que les ordinateurs pour voler des informations. Des particuliers, mais aussi de plus en plus d'entreprises en sont victimes. En Allemagne, 2/3 d'entre elles ont déjà perdu des informations confidentielles. C'est le deuxième pays le plus touché après les États-Unis et avant la France. À Dublin, la société de sécurité informatique Symantec possède un centre ultramoderne pour traquer et neutraliser les programmes malveillants à l'échelle mondiale. 750 personnes y travaillent. Avant d'entrer dans le laboratoire à virus, nous devons déposer ordinateurs, portables, clés USB et tout autre support de données. Orla Cox, directrice sécurité, jette un coup d'œil au flux de données internationaux. C'est ce qu'elle appelle la pulsation de l'Internet. Ce réseau est constitué de 240 000 capteurs répartis sur plus de 200 pays et 180 millions de systèmes dans le monde. Nous découvrons 15 000 nouvelles menaces par jour. Comme il n'est pas humainement possible d'en observer et d'en analyser une telle quantité, nous avons créé des systèmes d'analyse automatique. En 2011, les spécialistes ont découvert 403 millions de logiciels malveillants
et éviter 5,5 milliards d'attaques de ces programmes. Il y a des logiciels malveillants que nous ne pouvons pas analyser automatiquement. Ils sont tellement perfectionnés qu'ils se maintiennent en sommeil et ne se déclenchent pas tant que l'environnement est surveillé. Dans ce cas, nous procédons à une rétro-analyse des menaces. Nous ouvrons le code source, nous le parcourons et nous tentons de découvrir ce que vise le programme. Quand un danger sérieux apparaît, les clients sont protégés automatiquement par des mises à jour. Le cas échéant, le FBI ou les autorités concernées en sont informés. Symantec réalise chaque année une étude des menaces et les résultats sont stupéfiants. En 2011, nous avons encore constaté une hausse considérable des cyberattaques. Il y a plus de 400 millions de nouveaux programmes malveillants, soit une augmentation de plus de 81% par rapport à l'an passé. Les violations de données à caractère personnel et les vols d'identité ont aussi beaucoup augmenté. Il y a eu 1 million de nouveaux délits environ. Et au total, plus de 85 millions d'identités volées. L'Allemagne est particulièrement touchée. Cette année, l'Allemagne est première sur la liste des victimes de programmes malveillants en Europe. Les dommages liés à la cybercriminalité s'élèvent à 24 milliards d'euros. C'est une perte considérable pour les Allemands. Au niveau mondial, le coût atteignait 284 milliards d'euros l'an dernier. Un montant supérieur aux recettes du trafic de la marijuana, de la cocaïne et de l'héroïne réunies. Soudain, l'atmosphère devient grave chez notre expert en sécurité informatique. Les spécialistes scrutent leur moniteur l'air inquiet. Un nouveau problème? Manifestement. Un virus qu'ils n'avaient pas encore rencontré se propage et il est particulièrement intéressant. L'un des logiciels que nous observons et analysons en ce moment s'appelle Flashback. Il ne s'attaque qu'aux Mac. C'est la plus grosse menace que nous ayons vue à ce jour sur des Macintosh. 600 000 ordinateurs au moins sont déjà infectés. Et nous tentons d'identifier les objectifs de ce programme. Ils contactent immédiatement leurs collègues en Asie, car la journée est bientôt finie à Dublin. Ce sont eux qui vont prendre le relais. Cette collaboration par-delà les frontières et les fuseaux horaires est leur seule chance de l'emporter contre les mauvais génies du net. Nos cyber-enquêteurs de la PJ allemande, Mirko Manske, et son adjoint Stefan Mettin, rendent régulièrement visite à leurs collègues du Secret Service et du FBI. C'est la première fois qu'une équipe de presse est autorisée à les suivre. Les États-Unis sont un point de convergence essentiel pour les escrocs du net. L'économie clandestine y génère des milliards de dollars de dommages par an. Nous allons beaucoup parler de l'économie clandestine internationale. Comme nous et beaucoup de nos partenaires internationaux, le FBI observe très précisément ce qui se passe dans la partie obscure du net. Ça tient à la fois du marché noir et du bistrot, je dirais. Et l'on peut tout acheter dans cette économie clandestine. Des coordonnées de cartes de crédit volées, des comptes bancaires, des comptes eBay, PayPal, Amazon et Facebook corrompus. Mais aussi des serveurs proxy, des botnets, c'est-à-dire des centaines d'ordinateurs détournés pour 70 à 100 euros. Premier rendez-vous, le United States Secret Service. Bien dissimulé derrière ses hauts murs, l'USSS est une agence gouvernementale chargée de la sécurité du président des États-Unis et réputée pour l'excellence de ses agents de protection rapprochés. On connaît moins ses activités en matière de lutte contre la criminalité financière. Depuis des années, les cas d'escroquerie informatique et aux cartes de crédit sont en hausse. La croissance fulgurante de la cyberéconomie souterraine en Europe
créait bien des difficultés aux enquêteurs. En l'espace d'un an, ils ont répertorié plus de 70 000 fournisseurs différents et plus de 44 millions de messages sur des serveurs clandestins. Sur les 10 plus grands escrocs du net, 6 vendent des cartes de crédit piratées et sont en réseau sur l'ensemble du globe. Internet ne s'arrête pas aux frontières géographiques, mais le droit, si. Chaque pays se heurte aux limites de sa législation. Par exemple, si les Américains constatent qu'un serveur qui propage des logiciels malveillants ou recueille des données corrompues se trouve en Allemagne, ils ne peuvent pas simplement y aller et dire « on retire les données du serveur ». Ils sont obligés de contacter les autorités allemandes dans le cadre d'une commission rogatoire et de leur demander une sauvegarde préalable des données qui sera réalisée par le BKA, la police judiciaire allemande, pour ce type de délit. C'est une nouvelle génération de menaces qui pèse sur les internautes. Au début des années 70, personne n'imaginait que ces virus, qui étaient plutôt l'œuvre de plaisantins, deviendraient des armes dévastatrices. Aujourd'hui, on développe des logiciels malveillants pour faire de l'argent. Nous n'avons plus affaire aux programmateurs eux-mêmes, mais à des clients de ces programmateurs qui utilisent de manière frauduleuse ou criminelle les logiciels qu'ils ont créés. Mirko Manske et Stefan Metin sont arrivés à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Les enquêteurs ont rendez-vous avec des agents du FBI pour parler de cette nouvelle forme de crime organisé. Qui est ciblé par ces commanditaires de logiciels malveillants? Banques, grandes entreprises, instances gouvernementales, toutes aujourd'hui sont dans la ligne de mire. Au même titre que tout internaute qui effectue des opérations bancaires en ligne et utilise des réseaux sociaux. Le nombre de terminaux exposés augmente lui aussi. Outre les ordinateurs, les notebooks et les netbooks, désormais les escrocs s'attaquent aussi aux smartphones et aux tablettes. Aux États-Unis, le FBI est chargé de lutter contre les crimes dits fédéraux, qui regroupent notamment le terrorisme, le trafic de stupéfiants et la criminalité en col blanc. Mirko Manske et Stefan Metin ont rendez-vous avec l'agent spécial J. Keith Mularski, le spécialiste de la cybercriminalité. Au menu, pour commencer, la cyberattaque d'un gang international de pirates informatiques qui a infecté plus de 570 000 ordinateurs en 2011. Chaque poste touché était redirigé automatiquement vers d'autres pages Internet. Le FBI a réussi à démanteler le réseau de hackers. Un répit de courte durée, car il y a déjà de nouveaux gangs dans la place. La criminalité a évolué très vite, passant de la simple imposture à des cas bien plus complexes qui reposent sur l'infrastructure de plusieurs pays. Vous avez là des escrocs qui combinent leurs compétences. L'un est spécialiste des spams, un autre de la programmation de logiciels malveillants, un troisième du craquage de sites web, un autre encore du blanchiment d'argent. Tous sont reliés par Internet et ils s'allient pour faire leur magouille. Ils se retrouvent sur des plateformes spécialisées pour y discuter ou négocier entre eux logiciels malveillants ou cartes de crédit fraîchement volées. Ils se notent même les uns les autres, comme le font acheteurs et vendeurs sur eBay. Ceux qui ont acheté des services auprès de tel ou tel escroc donnent leur avis. « Hey, le produit de ce gars est vraiment bien.
C'est un bandit de première classe, un type réglo. Tu peux être sûr d'en avoir pour tes 5 000 $. Il y a même de la publicité dans la cyberclandestinité. Si vous voulez sortir du lot parmi 20 gars qui vendent des cartes corrompues, il faut faire de la pub, comme dans le business réel. Sur l'Internet des criminels, tout est comme dans le vrai monde des affaires. Il y a des vendeurs, des fabricants, des prestataires de services. C'est un marché juteux, mondial et 100% anonyme. Les enquêteurs ne peuvent confondre les gangsters que si ces derniers commettent une erreur. Alors, Mirko Manske et ses collègues guettent patiemment les ratages des bandits qu'ils attirent en se faisant passer pour des escrocs. Ils tentent de gagner leur confiance en chattant avec eux. Un utilisateur vient de passer une annonce. Il vend des cryptogrammes visuels, c'est-à-dire des codes de sécurité. Vous savez, le numéro à 3 chiffres placé au dos des cartes de crédit. Ils sont tout frais et viennent du Canada et d'Europe. On a le choix entre l'Allemagne, la Hollande, l'Autriche, la Suisse et d'autres pays encore. Ces codes sont tous accompagnés de la date de naissance du propriétaire de la carte, ce qui est nécessaire désormais pour beaucoup de transactions. Et voilà les tarifs. Une carte de crédit volée avec ses données confidentielles se vend autour de 10 € pièce. Si Mirko Manske les achète par lot, il aura même droit à un tarif dégressif. Le commissaire allemand prend contact avec le vendeur. En général, cela se fait via des chats gratuits. Je commence par lui dire qu'il est un escroc. Que je suis prêt à lui en prendre 500 pour 250 €. Für 250 € nehme. Ah, ok. 500 pour 500. Alors je lui propose 400 € pour 500 cartes. Le voleur est coriace, il n'accepte le marché qu'à 450 € pour 500 Mastercard. Le commissaire paie en Ucash, une monnaie électronique utilisée pour les paiements sur Internet. Les Ucash peuvent s'acheter dans les kiosques à journaux, les distributeurs de billets, à la poste ou dans les stations-service, et de manière anonyme. Il suffit d'indiquer le numéro du coupon pour régler. Le vendeur exige un prépaiement de 50% du montant. L'enquêteur paie. L'escroc respectera-t-il le marché conclu? L'affaire marche. Mirko Manske reçoit un fichier texte aussi anodin que son contenu est stupéfiant. C'est un listing de 500 numéros de carte bancaire avec le nom, l'adresse, le code de sécurité et la date de naissance des détenteurs. Et il y a bien un expéditeur, mais impossible de le localiser. Dans la cyberclandestinité, il existe des hébergeurs dits bulletproof, c'est-à-dire des entreprises qui hébergent des serveurs dans des zones grises, échappant à toute réglementation, donc quasiment insaisissables. Pour cela, ils utilisent notamment le fast flux, une technique qui permet de changer en permanence le lieu d'hébergement d'un site. Au moment où je regarde une page, elle est hébergée aux États-Unis. 2 minutes plus tard, elle peut être hébergée en Allemagne. Ensuite, en Asie par exemple. Et 2 à 3 minutes plus tard encore, en Amérique du Sud. Quelques clics suffisent pour franchir plusieurs frontières. Ces possibilités techniques compliquent terriblement la tâche des enquêteurs. Ainsi, le FBI et Interpol ont mis 8 ans à confondre Quendrim Dobruna, l'un des plus grands pirates de cartes bancaires qui a longtemps figuré sur la liste des personnes recherchées. Un jour, victime de quelques minutes d'inattention, Dobruna se connecte sur Internet en oubliant de masquer son identité. Le Bundeskriminalamt s'en aperçoit et réagit aussitôt.
La police prend d'assaut l'appartement qui abrite l'ordinateur. Quendrin Dobruna est arrêté, puis extradé vers les États-Unis. Pour enquêter sur la face obscure du net, le FBI a créé l'Alliance nationale pour la cyberanalyse et la cyberformation. La NCFTA est chargée de coordonner l'action du gouvernement et du secteur privé en matière de lutte contre la cybercriminalité. Le racket moderne fait appel à ce que l'on appelle des botnets. Bot vient du terme robot et désigne des programmes qui peuvent contrôler ou attaquer plusieurs ordinateurs en même temps. Salut Eric, ravi de te retrouver. Vous êtes toujours les bienvenus, merci. Nous avons apporté pas mal de choses intéressantes. Parfait, regardons ça. Les botnets, ces réseaux d'ordinateurs contrôlés par des pirates à l'insu de leurs utilisateurs, font surgir du néant des armées cybernétiques capables de paralyser les sites web d'administration ou d'entreprise. L'Allemagne est numéro 2 en Europe pour le nombre d'ordinateurs aux mains de botnet masters. Ces réseaux font l'objet d'âpres négociations. Les programmateurs véreux qui les créent les vendent aux plus offrants avec les coordonnées complètes des propriétaires des postes piratés. Manifestement, ils ne vendent pas que des cartes de crédit, mais toutes sortes d'identités volées, par exemple, beaucoup de comptes PayPal et eBay. Nous voyons quelques portefeuilles Google aussi. Pourquoi n'utilisent-ils plus les plateformes traditionnelles? Je crois que c'est notamment parce qu'ils ont peur des policiers qui rôdent sur les forums. Et probablement aussi pour ne plus avoir à payer d'intermédiaires. C'est sûr qu'en se débarrassant de l'intermédiaire, ils empochent davantage. Et ils échappent à nos coups de filet. Tout à fait. Allons au laboratoire. Le FBI épluche chaque jour les plateformes Internet des escrocs. Il faut des trésors de patience pour tenir ce jeu de cache-cache sur la longueur. Le plus difficile pour les enquêteurs, c'est d'infiltrer les forums entièrement illégaux. Outre ces plateformes, franchement illégales, il en existe un très grand nombre à la limite de la légalité. Sur ces sites-là, les truands échangent des informations de toutes sortes. Le cercle n'y est pas aussi restreint et les utilisateurs y viennent pour échanger des connaissances et amorcer des affaires. C'est un forum de carding, c'est-à-dire qu'il est plutôt destiné à la recherche. Ils le décrivent comme un forum de recherche sur les logiciels malveillants. Mais on y trouve des quantités de gens qui échangent des informations dont ils peuvent se servir pour en développer de plus performants encore. Et ce n'est pas tout. C'est aussi une plateforme sur laquelle des clients fortunés peuvent recruter quantité de programmateurs de talent. Voici un exemple de post qui revient régulièrement. Fruit Rat version 06. Il s'agit d'une sorte de logiciel de maintenance à distance qui permet d'accéder à un ordinateur tiers, mais cache en réalité un dangereux cheval de Troie. Il y a là un gars qui a écrit son propre logiciel de maintenance à distance en langage Java. Ça lui permet d'accéder à tous les ordinateurs sur lesquels il sera installé et d'en faire ce qu'il veut. Dans un premier temps, le pirate tente de prendre le contrôle du plus grand nombre d'ordinateurs possible avant de les vendre à d'autres escrocs. L'affaire elle-même ne se fait jamais sur ces plateformes, mais dans des cyberespaces exclusifs. Pour débusquer ces lieux virtuels, les enquêteurs travaillent des années dans le plus grand secret. Généralement, ce sont nos méthodes d'investigation habituelles qui nous mettent sur la piste de ces forums d'escrocs. Aux États-Unis, nous avons des agents infiltrés. Et puis nous avons d'autres sources d'informations, comme les gens que nous arrêtons et qui font partie de ces forums. Bref, c'est le travail classique de la police. C'est essentiel d'écouter ce que disent les escrocs. Leurs échanges vous mèneront naturellement à ces forums. Cela dit, c'est une chose d'être là,
c'en est une autre de comprendre de quoi il est question. Souvent, les affaires véreuses ne se font pas sur le forum. Il ne sert qu'à établir un contact pour les ventes de cartes de crédit, par exemple. Ensuite, l'acheteur et le vendeur passent de la plateforme à un service de messagerie instantanée, comme ICQ, Skype ou Jabber, pour s'échanger des informations directement. Ça leur permet de nous échapper, car ils savent bien qu'il y a des policiers à l'affût qui cherchent à les coincer. Mais même dans les cyberespaces accessibles aux enquêteurs, il se crée de plus en plus de forums secrets où les gangsters négocient les fameux botnets. À quoi leur servent-ils? Les ordinateurs infectés se prêtent très bien au DDoS, les attaques au déni de service, qui visent à rendre un service indisponible. Lors de ce type d'agression, les ordinateurs commandés à distance bombardent de requêtes un même site internet simultanément. Ce flot de données surcharge la page et finit par la bloquer. Mirko Manske nous cherche un vendeur. Dans ce message publié hier, un certain Darkman propose un programme DDoS. Il est très stable et c'est une version de base qui peut provoquer des attaques par déni de service. Autrement dit, si j'installe ce logiciel sur plusieurs ordinateurs à l'insu de leurs utilisateurs, je peux bloquer l'accès à une page Internet en saturant un serveur. C'est déjà compris dans la version de base et je peux commander différentes options en plus. Le vendeur indique une adresse Internet. Elle conduit l'enquêteur à une plateforme sur laquelle on peut envoyer et recevoir des messages de manière anonyme. Le commissaire et l'escroc commencent à discuter. Je commence par lui demander s'il parle allemand. Il parle allemand. Alors on va déjà chercher à savoir d'où vient ce programme. Car si c'est un vendeur qui se contente de commercialiser le logiciel d'un autre, c'est moins intéressant que quelqu'un qui code lui-même. Le programme coûte 600 €. Ok, il ne se dévoile pas vraiment. Ok. Oh, c'est du rapide. Das ging fix. So, jetzt gucken wir mal. Voyons ça. Ja. Ah, le voilà. Le fichier fait 5 mégas et il s'appelle Backend. Je le prends. Mirko Manske va vérifier si ce programme est assez puissant pour paralyser le site de la police judiciaire allemande en le bombardant de requêtes. Le site du BKA est encore accessible. Voyons s'il y a moyen de changer ça. Nous allons lancer une attaque DDoS. Je commence par noter le nom de l'attaque. Là, j'indique le type d'attaque choisi. Là, la cible de l'attaque, c'est simplement le nom du domaine. Je mets 15 fils d'exécution et un délai de 60, ce qui veut dire que la demande se répétera toutes les 60 millisecondes. Et il ne reste plus qu'à cliquer sur Start. L'attaque du serveur du Bundeskriminalamt commence. Les paquets signalés en noir proviennent des ordinateurs infectés. Ils cherchent à immobiliser le serveur et bloquer l'accès au site du BKA. Un véritable attaquant aurait atteint son objectif et il aurait eu plusieurs solutions pour exploiter cette situation.
Nous rencontrons très souvent des cas de racket numérique. Après une attaque comme celle-là, les escrocs contactent le webmaster ou le propriétaire du site et lui disent « On a réussi à bloquer l'accès à ton site pendant une demi-heure. Si tu ne veux pas que ça se reproduise, il faut t'assurer contre ça ou nous acheter une solution qui te protégera à l'avenir contre ce genre d'attaque. Et ça coûte tant. » Tiens, c'est intéressant. Tout à l'heure, vous m'avez demandé si l'on pouvait interrompre l'attaque. Je l'ai fait, mais les bots ne font pas ce que je leur ai demandé. Heureusement, dans ce cas, il s'agit d'un simple essai dans un cadre restreint. En 2007, les choses se sont passées tout autrement en Estonie. Le pays balte a été victime alors de la plus grosse attaque DDoS de l'histoire d'Internet à ce jour. Lauri Alman était secrétaire d'État à la Défense à l'époque. Je me souviens exactement de ce que j'ai ressenti à cet instant. J'avais l'impression d'être en plein film de science-fiction. J'étais en train d'écrire un SMS à mon supérieur, le ministre de la Défense, à qui je disais « Je pense que l'Estonie est en train de subir une cyberattaque ». Et au moment d'appuyer sur « Envoyer », je me suis demandé s'il allait me croire ou s'il allait me prendre pour un fou. C'était tellement surréaliste. Une telle attaque, ici. La guerre cybernétique avait fini par arriver jusqu'à nous. Les effets de cette cyberagression sont dévastateurs. Les banques, les administrations, les médias et même les hôpitaux sont touchés. Les requêtes à l'origine de l'engorgement du serveur proviennent de points disséminés sur toute la planète. Les Estoniens ne comprennent absolument pas ce qui se passe, d'autant plus que leur État est doté d'un système informatique ultramoderne depuis son indépendance. Le moment le plus critique est arrivé quand les attaques ont commencé à toucher les opérations bancaires. En Estonie, 98% ou plus des transactions bancaires se font via Internet. Alors passe encore que des gens n'accèdent plus à la page web du gouvernement. Soyons honnêtes, personne ne le fait ou très peu de gens. Mais s'ils n'ont plus accès à leur argent, c'est plus grave. Les Estoniens descendent dans la rue. Des magasins sont pillés, de graves affrontements ont lieu entre la police et les casseurs. Dans le plus grand quotidien estonien, le Postimees, tout est sans dessus-dessous. Les ordinateurs de la rédaction sont touchés et comme paralysés. Une situation inédite pour le directeur général Erik Rose et un grand défi pour ses journalistes. Tous travaillent non-stop pour informer leurs lecteurs. On devient assez émotif quand on se sait attaquer. Je pense que l'on ressent à peu près la même chose que Bruce Willis dans le film Die Hard 4, Retour en enfer, qui décrit une situation identique. Le journal continue de paraître. Outre les magasins victimes de pillages, les banques essuient les plus grosses pertes. Les banques, le secteur des télécommunications et les agences gouvernementales y ont vraiment perdu. Pour eux, le manque à gagner s'élevait à plusieurs millions d'euros. Mais jusqu'ici, les banques préfèrent taire l'ampleur des dégâts. Nous avons rendez-vous avec le chef de la sécurité de la banque SEB. Une attaque comme celle-là pourrait-elle se reproduire? Absolument. Les attaques de ce type peuvent se reproduire à tout moment. La question n'est pas tant de savoir si, mais quand elles vont avoir lieu.
Les motivations des attaquants ne sont pas forcément politiques. Elles peuvent être économiques ou d'un autre ordre. Mais ce type d'agression est très facile à mettre en œuvre et il y en aura forcément d'autres. Reste à savoir quand. D'où l'attaque provenait-elle? Était-elle l'œuvre d'un individu ou l'action concertée d'un groupe? Ces questions ne sont pas encore toutes élucidées. En revanche, il est clair que cette offensive a servi d'avertissement pour tous. Je pense que nous devons garder ce type de scénario en mémoire. À mon avis, quand la prochaine grande guerre éclatera, les premières attaques ne seront pas le fait d'unités spéciales, ni de l'armée de l'air. Elles se feront via Internet. Les gangsters qui s'activent sur la face obscure du net sont souvent intelligents et ils déploient des trésors d'énergie. Des organismes d'enquête comme le BKA ou le FBI ont développé de nouvelles stratégies pour découvrir leur tour de passe-passe et cela commence à payer. En juin 2012, un groupe de truands qui œuvrait à l'échelle mondiale a pu être démantelé. C'était la première fois que l'économie souterraine se faisait battre avec ses propres armes. 24 pirates d'Internet sont soupçonnés d'appartenir à un réseau d'escrocs à la carte bancaire que le FBI vient de démanteler. Selon les autorités, ce coup de filet mené aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie est la plus grosse opération policière contre des cybercriminels à ce jour. Le gang détenait les codes de 411 000 cartes de crédit piratées. Voici comment le FBI est parvenu à les piéger. Nous avons administré l'un de ces forums pendant 2 ans. Durant cette période, nous avons beaucoup appris sur leur façon d'opérer et sur ce qu'il fallait savoir pour administrer ces plateformes. Nous avons bien profité aussi du fait qu'ils se faisaient régulièrement la guerre entre eux ou entre forums et se pirataient mutuellement. Souvent, ils publiaient tout cela sur des sites ouverts à tous. Cela nous a permis temporairement de voir de près comment tout cela fonctionnait. Et ça nous a été fort utile. Le FBI a retiré sa plateforme de la toile au moment des arrestations. Depuis, l'ancienne page d'accueil du forum Carder Profit est tapissée de ses emblèmes. Cette enquête a permis pour la première fois d'en savoir plus sur ces escrocs totalement anonymes jusque-là. Voici l'un des accusés, tout juste sorti de la salle d'audience. Il s'agit de Mir Islam, 18 ans, connu sur Internet sous le nom de Josh the God. Mir Islam vit dans le Bronx new-yorkais. Ses parents sont originaires du Pakistan. Lors de son arrestation, il détenait les numéros et coordonnées de 50 000 cartes de crédit. C'est un policier infiltré qui l'a débusqué. Le FBI a aussi piégé son acolyte, un truand de 19 ans qui aurait proposé à l'enquêteur de lui céder des cartes de crédit contre une caméra et 250 $ en espèces. Ces escrocs ont des points communs. Beaucoup sont très jeunes au départ, ils sont curieux et veulent essayer eux aussi. Certains abandonnent au bout d'un moment, car ils s'aperçoivent que ce n'est pas leur truc. Mais d'autres gagnent tellement d'argent qu'ils continuent et sont même très enclins à transmettre leurs connaissances. Le FBI estime que ce démantèlement a permis d'éviter jusqu'à 200 millions de $ de dommages et de protéger au moins 400 000 victimes potentielles. Les arrestations ont été opérées dans 13 pays différents, dont l'Allemagne. Les détenus risquent jusqu'à 40 ans de prison. Une victoire qui couronne 2 ans d'enquête. Dans le cas d'Ursula aussi, 2 ans ont passé. Alors qu'elle cherchait un revenu d'appoint pour arrondir sa maigre retraite, elle est tombée sur Franco Martini, un escroc qui lui a fait ouvrir un compte bancaire à son nom. Un compte dont il se servait pour blanchir l'argent tiré de ses escroqueries sur Internet. Quand l'arnaque a été découverte, Ursula a été considérée comme agent financier et condamnée à une amende de 2 250 €. Plusieurs mois plus tard, le truand Franco Martini commet une erreur. Durant quelques secondes, il se connecte à Internet sans cacher son identité. La PJ allemande est avertie
et peut enfin identifier Martini et sa bande. S'ensuivent des perquisitions dans toute l'Allemagne. Les 170 policiers engagés arrêtent 8 personnes. Parmi eux, Carvan M, alias Franco Martini, le cerveau de la bande, âgé de 22 ans et domicilié à Essen, ainsi qu'un certain Ahmet D. Tous deux sont mis en détention provisoire. Dès que nous l'apprenons, nous nous rendons chez Ursula pour lui transmettre la nouvelle. Je suis KO là, mais de joie. Enfin de la lumière au bout du tunnel. Parce que franchement, tous les mois, je me disais, c'est à cause de toi que je verse plus de la moitié de mon salaire au tribunal, ordure. Où est-ce que tu te caches? Le procès s'ouvre le 13 juillet 2012 au tribunal d'instance d'Augsbourg. C'est la première grande procédure judiciaire contre des cybercriminels en Allemagne. Les 4 principaux accusés sont inculpés d'escroquerie en bande organisée, de menaces et d'incitation à la violence physique. Carvan M, alias Franco Martini, est amené par la police. Ses complices et lui auraient dérobé plus d'1 million d'euros via 187 fausses boutiques en ligne. Ursula est là, elle aussi. Vraiment, je ne comprends pas comment il peut se comporter ainsi. Comme s'il n'avait rien fait de mal. Ça me reste coincé en travers de la gorge. Le procès doit durer 14 jours. Les avocats de la défense sont venus de loin. C'est un procès qui revient très cher. Ursula n'y comprend rien. Elle a été condamnée par simple ordonnance pénale. Elle n'a eu ni procès, ni possibilité de présenter sa défense. Je n'ai eu droit à rien. Pas de juge, pas d'avocat. Je n'ai pas pu me défendre, ils m'ont condamné. Et je paie pour des truands pareils. J'arrive pas à y croire. Il faut que je me calme. Je vais exploser. Le procès met très longtemps à démarrer. L'avocat de Carvan M demande à ce que l'audience soit transférée à Essen, sa ville d'origine. Refusé. Puis il demande un procès conforme au droit pénal spécial applicable aux mineurs. Le juge refuse à nouveau. Sur ce, l'avocat de Carvan M dépose son mandat. La lecture de l'acte d'accusation doit être reportée. Ursula, qui espérait qu'enfin justice serait rendue, est déçue par tous ces délais. La stratégie de Carvan M irrite aussi les 2 procureurs. Nous-mêmes, nous espérions obtenir davantage d'informations. À ce propos, c'est un groupement privé autoproclamé Comité de vigilance qui aurait fourni à la PJ allemande l'indice déterminant pour passer de la piste de Franco Martini à celle du fameux Carvan M. Ce comité est formé d'internautes soucieux de mettre en garde contre les fausses boutiques en ligne. Nous partons à leur recherche et tombons sur 2 sites qui semblent correspondre. Ils s'appellent gegenabzocke.com et autosec4u.de. Nous essayons d'entrer en contact, mais leurs administrateurs sont très prudents. Des cybergangsters les ont attaqués plusieurs fois avec des logiciels malveillants et les ont menacés. Le comité de vigilance refuse de nous parler. Nous laissons des messages en nous recommandant de connaissances communes. Peu après, un initié nous contacte depuis Berlin. Sa tactique, comme celle des administrateurs du forum, consistait à se faire passer pour un acheteur auprès des escrocs. Il commandait des articles high-tech auprès de Martini & Co. et se faisait envoyer les coordonnées bancaires du compte sur lequel faire les virements. Dès qu'il les avait, il les transmettait à la police et aux banques qui gelaient les comptes. Les criminels n'avaient alors plus accès à leur argent et la mule, l'agent de transfert, perdait tout intérêt pour eux. Ils ont commencé par nous traiter de tous les noms. Ils intervenaient sur différents forums, chez nous et ailleurs, sous des noms comme Ha-Ha-Ha, Der-Ha-Ha et Der-Ha-Ha-Ha. Ils nous disaient, vous pouvez balancer tous les comptes que vous voulez, on en a encore 400 dans la manche. Sur le forum,
Un escroc qui s'appelle Der Haha annonce qu'il est parti en vacances aux Caraïbes pour 7 jours, mais que 40 nouveaux postulants ont répondu à son offre d'emploi pendant ce temps. Mais soudain, le ton change. Ils ont commencé à nous menacer. Puis, ils ont employé des méthodes peu rassurantes pour atteindre les administrateurs du forum. Et ils en ont effectivement identifié un, qu'ils ont menacé personnellement. De quelle façon? Ils lui ont dit à quoi il ressemblait, où il habitait, comment il s'appelait, et qu'il lancerait la mafia libanaise à ses trousses s'il n'arrêtait pas immédiatement de bloquer les comptes. Et il ne plaisantait pas. Der Haha écrit « Tu m'as coûté un paquet d'argent. Des gars de la mafia libanaise rôdent près de chez toi et n'attendent qu'un mot de moi. Je ne suis pas un haha du genre rigolo. Je peux être violent et imprévisible. » C'est devenu très éprouvant nerveusement quand nous avons compris que ces truands étaient vraiment sans scrupules, qu'ils étaient capables de mettre leurs menaces à exécution. Nous savions qu'ils avaient empoché des millions et qu'ils n'auraient aucun mal à trouver un casseur pour nous tabasser, moyennant quelques centaines ou milliers d'euros. Notre initié se retrouve lui aussi dans le collimateur des cyberescrocs. En juin, je vais passer le contrôle technique. Le technicien monte la voiture sur le pont et commence à passer son tournevis le long de la tôle pour détecter des points de rouille. Soudain, derrière l'aile droite et le réservoir d'essence, il aperçoit un gros paquet noir aimanté et un câble qui en sort. Et là, tous les gars de l'atelier s'enfuient en criant « Une bombe !» On l'a décroché, il y avait une petite boîte dessous et une antenne. Là, j'ai compris que c'était un micro. Impossible pour l'heure de savoir qui a placé le micro sous la voiture. Il sera plus facile pour l'accusation de démontrer l'ampleur de l'escroquerie de Carvan M & Co. En revanche, pas la moindre trace jusqu'ici de l'argent gagné par le gang des fausses boutiques en ligne. Ursula se bat toujours contre elle-même et le reste du monde. L'aplomb des accusés la met en rage. 2 des inculpés, dont Delia K, ne sont plus en détention provisoire. La jeune femme attend devant la salle d'audience, l'air très occupé. Ursula décide de l'affronter. Vous vous sentez bien quand vous arnaquez des gens? Certainement. Ça se voit. La femme ne réagit pas. Ursula se sent humiliée, mais elle prend son courage à 2 mains pour demander des explications à l'autre accusé. Vous vous sentez bien quand vous arnaquez des gens? Ça vous fait du bien? Absolument pas. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est comme ça. Je ne sais pas si c'est pour l'argent qu'on fait ça. Les motivations sont différentes d'un individu à l'autre. Effectivement. Je ne pourrais jamais agresser une mamie dans la rue, ou sonner chez elle et lui arracher son sac. Je ne ferai jamais une chose pareille, et je ne l'ai jamais fait. Je n'en ai jamais eu l'intention. Alors vous pouvez imaginer comment je me sens. C'était en mai, non? J'ai un vrai boulot dans un hôpital comme infirmier anesthésiste. J'ai fait 6 ans d'études pour ça. Vous pensez que je serais prêt à risquer de perdre tout ça? Des regrets bien trop tardifs. Il ne pourrait jamais voler le sac à main d'une vieille dame, c'est pourtant ce qu'il a fait. À plusieurs reprises, il a trompé des personnes de bonne foi, comme Ursula. Tous les matins, cette retraitée de 67 ans s'extirpe de son lit avant le lever du jour et se prépare pour aller travailler. Ursula vit dans la hantise que d'autres victimes lui réclament des dommages et intérêts, mais c'est une battante.
À 4 heures, je me lève, je fais ma toilette, je bois mon café et à 5h30, je m'en vais. Tous les jours, du lundi au vendredi. Le procès d'Augsbourg s'étale sur 8 semaines. Nicolas R, Delia K et Ahmed D passent aux aveux. Seul le chef du gang, Karvan M, reste muet. Le jugement est prononcé le 21 août. Delia K, 30 ans, est condamné à 1 an et demi de détention avec sursis. Nicolas R écope de 2 ans avec sursis et Ahmed D de 4 années de détention. Karvan M, alias Franco Martini, est condamné à 7 ans de prison, mais il annonce aussitôt qu'il va faire appel. Ces peines sévères ont pour but de montrer aux cybercriminels qu'ils n'échapperont pas à la justice, mais aussi d'encourager les victimes à porter plainte. Cela suffira-t-il à stopper la folie des fausses boutiques en ligne? En suivant une information reçue d'un anonyme, nous tombons sur 8 nouveaux magasins du même type dont les prix défient toute concurrence. Nous y achetons un appareil photo. A priori, nous pouvons payer à réception. Mais on nous demande finalement un prépaiement sous le prétexte de tentatives d'escroquerie trop nombreuses ces derniers temps. Nous virons l'argent et n'entendons plus parler du vendeur. Et l'appareil pourtant payé, nous l'attendons toujours.